Alors, je vais vous présenter certainement un sujet que vous n'avez pas l'habitude d'écouter dans le cadre de ces séminaires de l'EMP, puisqu'il s'agit essentiellement de sciences de la vie et non de sciences de l'univers. Et vous allez voir qu'il existe évidemment des interfaces, et c'est un peu le lieu, le sujet de cette conférence aujourd'hui. Alors, je vais vous traiter des effets de l'environnement sur la santé des populations. Donc, en bas de cette première diapositive, vous avez naturellement les logos de l'IRD et du CNRS, parce que nous sommes une structure mixte CNRS-IRD, Université de Montpellier 2, basée sur le centre IRD à Montpellier. Nous venons changer de nom, nous ne sommes plus le CEPM, Centre d'études du polymorphisme des micro-organismes, parce que nous rentrons dans le nouveau quadriennal 2004-2007, et nous nous nommons maintenant, ou à partir du 1er janvier, Génétique et évolution des maladies infectieuses. Mais bon, peu importe. Ici, vous avez deux logos. Je me suis permis de les mettre parce que je suis conseiller pour ces deux institutions. Ici, l'Institut français de la biodiversité, où je m'occupe de l'interface entre biodiversité et santé, santé des plantes, santé humaine et santé animale. Et vous verrez les raisons pour lesquelles il existe aujourd'hui un lien important entre diversité biologique et santé, ou autrement dit, agents étiologiques responsables de maladies dans les populations humaines, animales et de plantes. Et puis, il y a un deuxième logo qui est un logo d'une institution internationale, un grand programme international qui s'appelle Diversitas. Diversitas est un peu à l'équivalent de grands programmes internationaux que vous connaissez certainement mieux. Par exemple, IGBP, International Geosphere Biosphère Programme, ou WCRP, World Change Research Programme, ou IHDP, International Human Dimension Project. L'idée ici, avec ces programmes, est de les associer au travers de recherches intégratives. Et une des priorités aujourd'hui à l'échelle internationale est justement l'importance que peut avoir l'environnement sur la santé des populations. Alors ici, je traiterai beaucoup plus de santé des populations humaines, mais il est aussi question de santé des populations animales et populations végétales. Alors, bien entendu, il existe un fort risque, on a pu le constater ces derniers temps, un fort impact aujourd'hui du climat, avec une augmentation de la température constatée ou pas. On peut discuter de la valeur des statistiques, mais vous conviendrez tous ici que chacun d'entre vous sera très intéressé à savoir si demain ou après-demain, nous serons plus affectés par un certain nombre de maladies d'origine tropicale, par exemple. Alors ici, avec une illustration d'un vecteur de maladie, tel un anophèle qui peut être vecteur d'un certain nombre de virus, de champignons, voire de bactéries. Alors, je vous disais en introduction qu'il n'existe pas que les problèmes de santé humaine. Je donnerai quelques exemples. Ici, j'ai repris, et c'est juste pour votre information, donc deux papiers finalement assez récents sortis dans Science, où l'on voit qu'il existe un effet, un impact de l'environnement et notamment de l'augmentation de la température sur les risques de malaria aviaire, par exemple, chez les oiseaux des îles Hawaï. Mais c'est aussi vrai pour, par exemple, la propagation de maladies dans les récifs coralliens, avec deux exemples ici. Alors, je vous suggère d'aller voir et de lire ces deux publications. Je vous laisse suffisamment de temps pour prendre des références, car elles sont assez synthétiques et remarquablement bien faites. Alors, les problèmes d'impact de l'environnement sur la santé, ils sont nombreux. Il n'est pas question ici d'en faire une liste exhaustive. Je vous en ai présenté ici 8. Je ne traiterai pas de tout. Il existe bien entendu un effet du changement climatique sur la santé, parce que beaucoup de virus ou de bactéries dépendent finalement des conditions atmosphériques, climatiques. Il existe aussi un risque lié à la réduction de la couche d'ozone sur la santé des populations, notamment avec l'apparition de cancers dans les populations humaines ou animales. Il existe aussi un fort lien et un fort impact entre la diversité biologique au travers de sa réduction, la perte de diversité biologique. Rappelez-vous que beaucoup d'agents étiologiques responsables de maladies dans les populations humaines sont à l'origine des virus ou des bactéries présentes dans les populations animales. J'y reviendrai. Et puis il existe aussi un certain nombre d'espèces invasives qui vont transporter avec elles un certain nombre de virus, de bactéries, de champignons ou de protozoaires qui pourront être transmises aux populations humaines.
Donc vous avez ici une liste, urbanisation et santé, avec l'augmentation croissante de la taille de nos populations, avec des mégalopoles à se construire, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment pour les pays dits du Sud, dans les zones tropicales. Alors, je ne discuterai pas de ce qu'on appelle les nouvelles productions alimentaires et la santé. Par exemple, on voit une augmentation du nombre d'élevages d'autruches. Bon, les autruches transplantées à partir d'Australie sont aussi des hôtes à un certain nombre de maladies dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les effets et les impacts sur les populations humaines. Vous avez aussi des problèmes d'aquaculture avec des échanges de poissons, par exemple. Poissons pour l'aquariophilie, et un grand nombre de poissons pour l'aquariophilie que l'on peut avoir chacun chez soi dans un aquarium peuvent être responsables d'un certain nombre de maladies pour les hommes, pour les humains. Donc je ne parlerai pas de ça, je ne parlerai pas non plus des impacts du feu sur la santé, avec un certain nombre de conséquences listées ici. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un thème émergent, en parallèle d'ailleurs avec l'émergence d'un certain nombre de maladies, avec des dimensions finalement fractales. On a aujourd'hui un terrain d'étude très très important, méconnu. Donc je traiterai essentiellement de problèmes de changement climatique sur la santé des populations et beaucoup pour les populations humaines, et puis aussi de diversité biologique, réduction, espèces invasives et leur impact sur la santé, notamment aussi des populations humaines. Alors, deux paradigmes existent qui est l'un, le paradigme médical, moi ce que je vais appeler dans la suite de cette conférence l'épidémiologie médicale, et puis le paradigme biologique, ou autrement dit l'épidémiologie biologique ou épidémiologie écologique. Et vous verrez que les modes de compréhension sont radicalement différents. Alors, deux approches très très différentes. L'épidémiologie médicale, donc le paradigme médical, s'intéresse, pour beaucoup, s'est intéressé durant ces 15 ou 20 dernières années à l'interaction entre l'agent étiologique. Qu'est-ce qu'un agent étiologique? C'est un virus, c'est une bactérie, c'est un protozoaire, et l'individu, qui est en fait son hôte, voire les populations. Et puis, depuis 15 ou 20 ans, eh bien, on s'est beaucoup moins intéressé à l'importance ou à l'impact que l'environnement pouvait avoir sur ces deux acteurs, c'est-à-dire l'agent étiologique, prenons un virus, et l'hôte, que ce soit au niveau individuel ou au niveau populationnel. Et de plus, depuis 15 ans ou 20 ans, la recherche médicale, l'épidémiologie médicale, s'est intéressée à des aspects finalement très très fins, à des aspects moléculaires, cellulaires ou immunologiques de l'interaction entre l'agent étiologique avec les populations humaines ou animales ou de plantes. On peut faire exactement la même constatation, et ne s'est pas intéressé à l'effet que pouvait avoir l'environnement sur ces deux acteurs. Alors, depuis 15 ans ou 20 ans, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, alors que des événements récents nous montrent que l'environnement peut avoir un extraordinaire impact sur les problèmes de santé, encore une fois, dans les populations humaines, populations animales ou végétales, et on s'aperçoit que finalement c'est un jeu, un compromis entre l'agent étiologique, les populations humaines, ou ce que j'avais appelé plus tard les hôtes, qui accueillent ces agents étiologiques, comme des virus par exemple, et l'environnement. Si vous voulez, c'est un jeu, un équilibre entre ces trois, et qu'il est essentiel aujourd'hui de bien comprendre, et c'est ce que je vais présenter dans la présentation qui va suivre, de l'importance de cet environnement sur à la fois l'agent et les individus ou populations humaines. Et là, on entre dans ce que l'on appelle le paradigme écologique, qui considère dans une approche un peu plus intégrative ou écologique l'importance des trois, ou des interactions qui peuvent exister entre les trois, pour engendrer ou pas, au centre, un phénomène pathologique, c'est-à-dire engendrer une maladie. Donc je n'ai pas l'habitude de parler devant des physiciens, c'est la deuxième, enfin je pense que la plupart d'entre vous viennent du secteur SDU, je pense. Oui. Donc si j'utilise des termes spécifiques à ma discipline, n'hésitez pas à m'interrompre. On m'a déjà fait la remarque, j'ai donné une conférence il y a quelques semaines à l'Institut de physique du globe à Paris,
et je me suis aperçu qu'on n'utilisait pas tout à fait le même langage. Notamment, vous verrez, pour les problèmes de ce qu'on appelle des forçages. Alors, juste une illustration, que moi j'appelle une illustration des problèmes de transfert d'échelle en sciences. On s'aperçoit qu'en santé publique, c'est aussi vrai pour les autres secteurs de la phytopathologie et de la santé animale. On s'est intéressé à des niveaux d'échelle très très bas. On s'est intéressé à étudier les maladies chez les individus, voire des populations, mais on ne s'est jamais intéressé aux niveaux les plus hauts, c'est-à-dire finalement de rechercher quel pouvait être l'impact d'un facteur régional, voire global, sur la santé des populations. Et nous verrons que une variabilité climatique engendrée à l'échelle globale peut avoir un impact au niveau local sur la provocation d'une épidémie de choléra, par exemple. Donc aujourd'hui, on essaie finalement d'intégrer différents niveaux d'échelle, échelle spatiale, échelle temporelle, donc de travailler finalement à des larges échelles pour comprendre l'effet d'événements globaux ou régionaux sur la santé des individus ou des populations. Et juste une illustration pour vous montrer que l'inverse est aussi vrai. Donc vous avez un phénomène, ce que j'ai illustré ici, l'importance des changements d'échelle avec les effets du global au local, mais que l'inverse est aussi vrai finalement, et je pense que les problèmes épidémiologiques sont une très belle illustration de l'importance d'événements locaux à l'échelle globale, puisque des virus émergents, prenons par exemple le virus HIV, responsable du sida dans les populations animales, nous le verrons tout à l'heure, est bien issu d'un transfert à partir de 2 espèces de singes vers les populations humaines, mais à une échelle très très locale en Afrique, et puis que sa propagation est arrivée pour créer ce qu'on appelle une pandémie au niveau global. Alors, en introduction, je vais vous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui la macroépidémiologie ou l'épidémiologie quantitative. Donc avec un premier exemple travaillé donc, dans notre groupe. Donc nous travaillons essentiellement sur la base de bases de données assez importantes. Donc sur la base de 400 espèces différentes d'agents étiologiques, virus, bactéries, protozoaires, champignons et d'autres, responsables de maladies dans les populations humaines, et à l'aide de simulations mathématiques, toujours sur la base de données réelles, hein, j'insiste, on essaie de reconstruire des scénarios sur la base de tests d'hypothèses. Et ici, vous avez la carte, l'illustration finalement de la distribution de ces 400 espèces différentes de virus, bactéries, qui sont les principaux acteurs de maladies dans les populations humaines, et leur distribution pour l'hémisphère nord. Alors, je vais peut-être entrer un peu plus dans le détail parce qu'on me dit que cette figure est assez difficile à comprendre. En fait, vous avez ici une projection des 400 espèces d'agents étiologiques causant des maladies dans les populations humaines pour l'hémisphère nord, avec ici les zones intertropicales représentées et ici les zones septentrionales, donc ici, disons, l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, c'est identique, mais c'est l'image dans un miroir. Hein. Donc intéressons-nous à l'hémisphère nord. Donc vous avez 400 espèces ici alignées, d'accord ? Et puis vous avez leur distribution le long de latitude en partant de l'équateur vers le pôle nord. Alors, qu'est-ce qu'indique cette figure ? Cette figure indique que dans les zones intertropicales, on trouve énormément de richesses en agents étiologiques causant des maladies dans les populations humaines, mais que dans les zones septentrionales, plus on va vers les zones tempérées ou vers le pôle Nord, et moins on le rencontre. Ça, c'est le premier point. Bon, ça paraît une évidence, mais il était essentiel de le quantifier pour ensuite passer à la modélisation. Et la deuxième chose qui me semble la plus importante, si vous prenez ce petit rectangle noir très très fin, qu'est-ce qu'il indique ? Eh bien, il indique qu'une maladie présente dans les zones intertropicales ou équatoriales est aussi présente le long de ce gradient, finalement, est aussi présente dans les zones plus septentrionales, mais que quantitativement, l'inverse n'est pas vrai. Vous n'allez pas rencontrer d'espèces présentes dans les zones septentrionales et qui ne le seraient pas
dans les zones intertropicales. Donc vous voyez ce que l'on appelle, finalement c'est un système d'emboîtement d'espèces. Vous partez de l'équateur, vous avez 400 espèces présentes, et au fur et à mesure que vous montez en latitude, vous perdez des espèces. D'accord? Tout le monde comprend ce schéma? Alors, ça indique que la diversité biologique, c'est le titre de cette diapositive, donc est concentrée dans les zones intertropicales. Eh bien, il y a une raison, c'est tout simplement parce que la diversité biologique est génératrice de futures maladies pour les populations humaines. Et que le risque est accru dans les zones intertropicales, ce qui est exprimé par cette courbe. Donc cet article publié est actuellement sous presse dans une revue qui est une revue nouvelle qui s'appelle PLOS. On a essayé de le publier à Nature. Sur les cas de référés, donc bien entendu derrière il y a la modélisation, un peu plus compliquée. Hein. On a eu 3 référés qui ont apprécié le travail et un 4e qui l'a rejeté parce qu'il n'appréciait pas l'approche globale du problème. Je pense que c'est important et on verra par la suite pourquoi c'est extrêmement important pour la compréhension des maladies humaines. Alors, une autre illustration finalement de ceci, hein, c'est que vous avez énormément finalement d'agents étiologiques, virus, bactéries, champignons, etc., qui sont ici, l'axe des abscisses, c'est le nombre de pays occupés. Hein. Ici, vous avez énormément d'agents étiologiques donc présents dans très peu de pays. D'accord ? Et ce sont généralement dans les zones tropicales. Et puis vous avez très peu finalement d'espèces et qui sont largement distribuées sur Terre et qui créent les pandémies. Par contre, si l'on surimpose certains groupes étiologiques, notamment les virus à transmission directe, hein, qui sont contagieux, donc, et les bactéries qui se transmettent d'individu à individu, eh bien on s'aperçoit, c'est ce qu'exprime ce schéma, eh bien on s'aperçoit que ces bactéries, finalement, sont de très bonnes colonisatrices, puisque certains groupes de bactéries ou de virus, finalement, sont présents partout dans le monde. C'est le cas de la rougeole pour un virus, c'est le cas de la coqueluche pour un autre. Alors, on parlait il y a un instant des relations qui existent entre diversité biologique et santé. Voilà un exemple que vous connaissez tous, qui est celui du sida. Alors, l'agent responsable du sida, en anglais Human Immunodeficiency Virus, vous en avez en fait 2. Vous avez ici ce qu'on appelle une phylogénie, donc une phylogénie moléculaire, qui reconstruit, si vous voulez, l'histoire évolutive des différentes espèces de virus. Ici, cette phylogénie moléculaire illustre les relations de parenté qui existent entre le virus ou les virus HIV présents dans les populations humaines et les virus SIV comme simian singe, Simian Immunodeficiency Virus, présents dans les différentes populations d'espèces de singes en Afrique. Ce que cette figure nous illustre, eh bien, c'est que vous avez 2 groupes de virus, HIV1 et HIV2, qui sont finalement, non pas en termes spécialisés, non pas un ancêtre commun direct, mais que HIV1 ou HIV2, prenons le cas de HIV2 par exemple, a un ancêtre commun qu'il partage avec SIV. SM veut dire Soutimangabé, le singe vert, d'accord, et qu'il n'a pas avec le reste des autres virus. Par contre, HIV1 a un ancêtre commun avec SIV-CPZ, c'est le virus, l'antivirus que l'on trouve chez les chimpanzés. Alors, le message ici important, c'est que nous n'avons pas un virus responsable, un seul virus HIV responsable ou causant le sida dans les populations humaines, mais nous en avons 2, le numéro 1 et le numéro 2, correspondant à 2 passages. Donc passage pour l'un, le HIV1 à partir des chimpanzés, et le HIV2 à partir du singe vert. Les 2 virus, selon un certain nombre de lois, sont ensuite passés dans les populations humaines. Donc ça, c'est un travail qui est effectué à Montpellier, non pas dans notre groupe, mais dans un groupe travaillant sur ce qu'on appelle les lentivirus, c'est-à-dire les interactions qui existent
entre les SIV de singes et les HIV dans les populations humaines. C'est un groupe IRD de Martin Peters, basé au centre IRD de Montpellier, qui montre donc cette réalité que nous avons deux types de sida dans les populations humaines, causés par deux captures, c'est le terme consacré, à partir de populations de singes. Alors comment ça a pu s'effectuer? On a essayé de le reconstruire. Eh bien, c'est probablement en Afrique centrale des chasseurs ont récupéré une carcasse de chimpanzé, donc un individu mort, possesseur des SIV, qui dans l'ensemble ne causent pas ou peu de pathologies. Et en dépeçant les viandes arrivées au village, comme c'est la coutume en Afrique, eh bien, le virus aura pu passer à travers une plaie. Vous voyez, on est dans des événements très probabilistes là. Il faut qu'il y ait un individu de singe infecté par un SIV. Il faut ensuite découper la viande, que le sang se déverse sur une plaie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant pour que le virus passe, ensuite mute et puis devient finalement une nouvelle espèce, je mets espèce entre guillemets, pour créer le sida dans les populations humaines. Alors, l'équipe à Montpellier, donc équipe IRD de Martin Peters, continue à travailler et s'est dit finalement, s'il en existe dans deux espèces de singes, de ces SIV qui causent le sida dans les populations humaines, allons voir chez d'autres espèces de singes. Eh bien, plus on trouve. Autrement dit, quasiment toutes les espèces de singes en Afrique possèdent des SIV. SIV dans l'ensemble, donc Simian Immunodeficiency Virus, qui ne cause pas ou peu de pathologie, c'est-à-dire que dans l'ensemble, on peut considérer que les populations n'en meurent pas ou peu. Disons que ce sont en quelque sorte des virus non virulents ou peu virulents et qui sont probablement issus d'une longue coévolution entre ces populations de singes et ces virus. Et ensuite, par certains concours de circonstances, ces virus SIV passent dans les populations humaines pour engendrer et créer le sida. Donc cette diapositive illustre justement cette idée que d'autres populations, d'autres espèces de singes possèdent ces SIV qui pourraient être, lors d'une capture par des individus humains, responsables de nouvelles émergences de sida dans les populations humaines. Donc l'idée essentielle à retenir ici, c'est que c'est un peu l'expression que j'utilise, c'est-à-dire que tous les agents étiologiques sont dans la nature. Il y a une différence, bien entendu, entre agent étiologique et maladie. Un agent étiologique, c'est un virus, c'est une bactérie, c'est un champignon, ne causant pas obligatoirement une maladie ou une pathologie. Et ici, vous avez la distribution des différents groupes ou sous-groupes d'HIV, notamment du HIV, je crois que c'est le HIV 1 dans le monde, avec ici en vert le groupe, disons, le plus évolué, celui qui engendre la pandémie, qui est distribué un peu partout dans le monde. Ce que l'on remarque, c'est HIV vert ici, qui est un peu distribué partout dans le monde, au cours du temps, suit ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un processus coévolutif, finalement devient moins virulent, et, en contrepartie, il sélectionne des individus dans les populations humaines plus résistantes. Donc on a l'impression aujourd'hui, finalement, de différents virus qui se sélectionnent, d'accord, qui envahissent les populations humaines, et au cours de cette évolution, de cette progression, finalement, tendent à diminuer leur virulence et à être moins pathogènes. Alors, c'est une diapositive ici pour vous illustrer en termes spatial, la richesse spécifique, autrement dit la biodiversité générale, bien entendu. Nous travaillons actuellement sur des problèmes de diversité biologique en espèces de singes et risques justement de réémergence. Mais vous verrez ici la cohérence qui existe entre les grandes zones de diversité, par ici en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est, et puis la densité des populations humaines, donc en marron ici, c'est les populations les plus denses, et donc vous voyez ici
un fort risque pour l'avenir, finalement, par cette coexistence de deux événements qui sont une richesse importante et des densités humaines importantes, d'une probabilité accrue d'émergence d'un grand nombre de virus, de bactéries, de champignons qu'on ne connaît pas aujourd'hui. À mon sens, en tant qu'IRD, je pense que les problèmes de concentration de population, de constitution de mégalopoles en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est notamment, sont un énorme risque sanitaire pour l'avenir. Cette diapositive vous illustre les émergences récentes depuis à peu près 7 ou 8 ans, avec des émergences, on voit ici, apparaissent pour beaucoup dans la ceinture intertropicale. Vous avez des cas d'hantavirus qui apparaissent. Hantavirus est transmis par des petits rongeurs. On y reviendra. Donc un peu plus au sud, ici dans l'hémisphère sud, mais dans l'ensemble, on remarque une émergence d'un grand nombre de maladies dans les zones intertropicales. Alors, donc on en revient avec cette idée, tous les agents étiologiques sont dans la nature, et pour moi, ce que j'appelle un paradigme perdu, c'est un peu comme si notre science, notre savoir avait oublié l'origine des agents causant les maladies dans les populations humaines ou animales notamment. Alors, avec un exemple que nous étudions à Montpellier, qui est l'exemple du choléra. Alors, le choléra est dû à... Bon, c'est d'abord une fièvre qui cause très très rapidement, au bout de 4 ou 5 jours, la mort dans les populations, notamment tropicales. Mais le choléra existait il n'y a pas encore très longtemps dans nos régions. Mais vous allez être très surpris de voir que le risque est très important aujourd'hui, et notamment dans nos régions. Et vous allez voir la raison pour laquelle ce risque est très important. Eh bien, le choléra aujourd'hui cause des épidémies dans les populations africaines, sud-américaines ou du sud-est asiatique. Ici, vous savez ce qu'on appelle une chronique temporelle, on y reviendra, avec les cas constatés ici pour une région du Bangladesh, donc créant des épidémies, des phases interépidémiques, épidémiques, interépidémiques, selon un phénomène périodique, d'accord ? Et ce que l'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de comprendre cette plus ou moins grande périodicité dans le phénomène épidémique et interépidémique. Alors, quelle est l'origine de cette bactérie Vibrio cholerae causant le choléra dans les populations humaines? Eh bien, cette bactérie est une bactérie que l'on trouve naturellement dans tous les écosystèmes aquatiques, marins, estuariens, lagunaires ou d'eau douce. Et c'est une bactérie qui vit fixée sur des copépodes, qui sont des petits animaux formant le zooplancton, qui vivent fixés sur des copépodes, notamment. Ce que je vous ai illustré ici, c'est une image par scintilliographie d'une portion d'antenne de ce copépode, avec des toutes petites taches que vous pouvez voir par immunofluorescence, justement, qui sont soit ces bactéries, soit ces paquets de bactéries que l'on trouve fixés sur ces antennes de copépodes. Les copépodes en abritent naturellement donc sur les antennes, sur la carapace, dans l'intestin, et cette bactérie va avoir ce qu'on en appelle une fonction dans l'environnement, puisque cette bactérie va produire des enzymes par exemple la catalase, qui va être une enzyme qui va permettre la dégradation de la chitine, de la protéine chitine qui constitue la carapace du copépode. Et en contrepartie, le copépode va abriter ces populations bactériennes. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait dans une notion de système symbiotique, mais plus de système commensaux, où finalement la bactérie ici a un rôle à jouer pour son hôte, puisqu'elle va participer à la dégradation d'un certain nombre de protéines de l'hôte, l'hôte étant incapable de produire ces enzymes, mais la bactérie lui produit ces enzymes pour lui, et en contrepartie, l'hôte possède ces populations bactériennes. Ce que l'on constate, c'est que naturellement, chaque individu de copépode possède entre 10 puissance 4 et 10 puissance 6 cellules bactériennes. On mène une étude actuellement dans l'étang de Thau à Montpellier, ou dans ce qu'on appelle les lagunes palavasiennes, et effectivement, on trouve des Vibrio cholerae dans les lagunes palavasiennes autour de Montpellier.
Alors, la relation entre la forme, disons que j'appellerais symbiotique au sens anglo-saxon du terme, et la forme épidémique causant la pathologie dans les populations humaines, eh bien, elle suit finalement une loi d'un système non linéaire. Ce que l'on remarque, et c'est ce qui sera illustré sur le transparent suivant, sur la diapositive suivante, c'est que des événements généraux engendrés par le phénomène El Niño, El Niña vont provoquer donc, sur les côtes péruviennes une remontée d'eau froide, entraînant un certain nombre de nutriments en surface qui vont être la ressource pour le phytoplancton, donc des microalgues, pouvoir se développer. Donc augmentation des nutriments en surface va provoquer une augmentation donc, du phytoplancton et engendrer ce que l'on appelle un bloom algal. Ce bloom algal va être la ressource, la nourriture pour ces copépodes qui, parce que cette ressource augmente en quantité et en densité, eh bien les proies augmentent du même coup aussi en quantité et en densité. Et du même coup, la bactérie portée par chacun de ces copépodes se retrouve multipliée dans l'environnement. Et donc dans certaines zones intertropicales où les gens vont venir au fleuve ou à la rivière pour récupérer de l'eau, pour se laver, pour venir nager, etc., vont pouvoir récupérer soit les bactéries, soit les copépodes. Et vous comprendrez que puisque le copépode possède 10 puissance 4 à 10 puissance 6 cellules à l'état naturel, c'est exactement l'inoculum nécessaire, c'est-à-dire la dose nécessaire, pour qu'un individu humain, un enfant par exemple, avalant un copépode, reçoit l'inoculum suffisant pour engendrer la maladie. Donc vous voyez un système finalement complexe, qui ne s'arrête pas uniquement à l'étude de la maladie dans les populations humaines et qui ne s'intéresse pas qu'aux conséquences. Étudier la maladie, ce que l'on dit, nous, c'est s'intéresser à un phénotype, c'est s'intéresser à une conséquence, mais c'est d'essayer de comprendre les systèmes non linéaires, c'est-à-dire l'ensemble des causes qui vont être responsables de la maladie dans les populations humaines. Et vous voyez que c'est bien plus compliqué que de réduire la maladie à la dimension humaine, puisque ça fait appel à un certain nombre de recherches autres que la médecine. Donc, avec cet exemple, nous, on s'en sert comme exemple pour les cours, pour les conférences, pour bien montrer que cette bactérie, finalement, eh bien, elle est à l'état naturel, elle a une fonction dans l'environnement, elle joue un rôle, elle participe à l'écosystème. Alors, avant de passer au problème de l'importance des facteurs socio-économiques, je peux donner un autre exemple. Nous en avons légion d'exemples de virus ayant un rôle dans l'environnement. Vous avez des microvirus, par exemple, qui sont présents dans le placenta des mammifères, donc qui sont présents dans le placenta des femmes, des microvirus, et ces microvirus produisent une protéine qu'on appelle la syncytine, et qui est responsable finalement, au travers de la production de syncytine, de l'apparition d'une couche supplémentaire au placenta. Alors c'est un mot bien barbare, bien compliqué à dire, à chaque fois je bute dessus, qui est la couche syncytio-trophoblastique. Donc syncytio vient de syncytine. Autrement dit, d'un point de vue écologique ou d'un point de vue évolutif, chez les mammifères, vous avez la constitution d'une couche supplémentaire au placenta, qui va donc être finalement un rempart supplémentaire, un rempart mécanique pour le passage de bactéries, qui va donc défavoriser le passage de bactéries ou d'agents pathogènes, d'accord ? Et par contre, les mammifères qui précèdent les mammifères placentaires comme les marsupiaux n'ont pas ce genre de virus. Autrement dit, dans l'évolution animale, probablement que des pseudo-monotrèmes, donc précédant les mammifères placentaires, ont été en contact de virus, et au cours du processus évolutif qui a dû se faire pendant des milliers ou des millions d'années, l'association entre ces virus et ces populations de pseudo donc ce sont les kangourous, etc., eh bien, est devenue bénéfique.
Et le virus a apporté quelque chose dans cette association. Donc on a des tas d'exemples montrant ainsi que des virus, des bactéries participent finalement à l'évolution du règne animal ou du règne végétal. Alors, on va passer, je ne néglige pas l'importance des facteurs socio-économiques, bien entendu, mais j'essaie de les hiérarchiser. Alors, on travaille en Guyane française sur un autre exemple, qui est ce qu'on appelle la fièvre Q. La fièvre Q, c'est Quarry Fever en anglais, d'où le terme Q, et qui est due donc à une rickettsie, donc c'est quelque chose qui n'est pas très loin des bactéries, peu importe. Et donc, c'est quelque chose, c'est une bactérie qui cause dans les populations humaines, notamment en Guyane, mais on l'observe aussi au Brésil, une fièvre ressemblante à la grippe, rarement mortelle, sauf quelques cas que l'on peut observer. Donc cette maladie est émergente actuellement dans ce qu'on appelle l'île de Cayenne, c'est-à-dire dans toute la région de Cayenne. Alors, eh bien, à l'état naturel, cette bactérie, ou cette rickettsie, est présente chez des marsupiaux. Alors, le terme, on appelle ça en Guadeloupe, Martinique ou Guyane, des pians. Donc, chez des marsupiaux, ou autrement dit des sarigues forestières, chez lesquelles cette bactérie n'a aucun ou peu d'effet pathogène. D'accord ? Et donc, cette bactérie est transmise ensuite d'hôte en hôte par l'intermédiaire de tiques. D'accord ? Lorsque les tiques viennent se gorger de sang en piquant un pian, et puis ensuite, en se laissant tomber et en repiquant un autre individu, transmettent la bactérie d'un pian à un autre. D'accord ? Donc, on pense aujourd'hui que dans les systèmes forestiers de Guyane, d'Amazonie, cette bactérie existe à l'état naturel. Or, je ne sais pas si vous connaissez la région de Cayenne. La région de Cayenne, bon, c'est un peu une région plus ou moins urbanisée, avec des petits mamelons forestiers résiduels, comme ça, là. D'accord ? Il y en a un peu partout dans la région de Cayenne. Et tout en haut, on observe eh bien, une forêt résiduelle dans laquelle il existe une biodiversité naturelle qui est conservée, avec un certain nombre d'animaux, de végétaux, et notamment des pians. Or, les problèmes récents que l'on observe en Guyane, parce que rappelez-vous, c'est un morceau de France, mais aussi un morceau d'Europe en Amérique du Sud, où nous avons énormément de réfugiés venant de Haïti, venant du Suriname ou venant du Brésil, c'est ce qui est illustré ici, et viennent construire leur baraquement dans les lieux communs, c'est-à-dire dans les lieux qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent à tout le monde. D'accord ? Construisent des baraquements, viennent déforester ces mamelons forestiers, et donc du même coup, viennent augmenter leur probabilité de contact avec les éléments nécessaires au cycle de la transmission. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus les pians qui se font piquer par les tiques, mais les populations réfugiées, haïtiennes, surinamiennes ou brésiliennes. Donc, le message important à faire passer ici, c'est que bien entendu, les conditions socio-économiques sont importantes pour la compréhension, le contrôle. Je n'utilise pas le terme d'éradication, on va y venir. Elles sont bien entendu nécessaires, mais ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est la rencontre entre des événements naturels qui ont toujours existé, finalement, et puis des problèmes engendrés par l'arrivée de ces populations réfugiées qui viennent à la rencontre de tous ces agents nécessaires au cycle de transmission de la bactérie, qui font que la bactérie passe dans les populations humaines. Donc encore une fois, toutes les choses sont dans la nature, les agents biologiques existent partout, et ensuite ce sont des événements de rencontre qui peuvent être liés à des problèmes socio-économiques, qui vont faire que la maladie diffuse ou pas dans les populations humaines. Alors, on observe pour cette fièvre Q en Guyane, donc vous avez ici ce qu'on appelle l'île de Cayenne, et ici c'est une spatialisation des cas de la maladie. Plus c'est rouge, eh bien, plus il y a des cas importants, donc ça correspond aux 2 ou 3 grands mamelons forestiers qu'on observe dans la zone de Cayenne, avec ici ce qu'on appelle une chronique temporelle de la maladie, donc chronique temporelle donc, qui est en bleu, ici, qui est plus ou moins périodique et qui est en phase, plus ou moins en phase, avec le taux de pluviométrie
dans la zone. Autrement dit, et c'est assez facile à comprendre, autrement dit, qui dit pluie durant la saison des pluies dans la zone de Cayenne, ou partout d'ailleurs en Guyane, dit environnement favorable pour les tiques pour pouvoir pondre, proliférer, donner des larves, d'accord, et ensuite piquer des pians, récupérer donc cette bactérie et puis la transmettre aux populations. Donc ici, vous avez le nombre de cas constatés dans l'île de Cayenne et qui fluctuent de manière plus ou moins parallèle avec la pluviométrie observée, le taux de pluviométrie observé dans la zone. Donc vous avez encore là un exemple montrant que les conditions environnementales sont très importantes pour le passage pour la prolifération à la fois des vecteurs, mais aussi des réservoirs ou des agents étiologiques qui pourront engendrer des maladies dans les populations humaines. Alors, ce que l'on fait dans notre équipe, c'est bien entendu d'analyser un certain nombre d'exemples tels que celui-là. Il y en a d'autres, il y a la rougeole, il y a la coqueluche, il y a la varicelle avec une collaboration avec une unité INSERM, mais c'est aussi de comprendre et de modéliser ces dynamiques spatio-temporelles qui sont complexes. Rappelez-vous l'exemple du choléra. Vous voyez un problème global qui peut engendrer un phénomène local, sachant que cette bactérie, finalement, on la trouve partout. On la trouve partout à l'exception des deux pôles nord, et que ce sont ensuite des conditions environnementales, c'est peut-être une modification de la température, une modification du pH, une modification de la charge organique présente, qui vont faire que cette bactérie va augmenter ses densités, au détriment d'autres populations, d'autres espèces bactériennes, et du même coup, puisqu'elles augmentent dans l'environnement, augmenter leur probabilité de contact avec les populations humaines, et donc de transfert vers les populations humaines. Alors, à un moment, je vous ai parlé d'éradication, c'est un terme que je n'aime absolument pas. Éradication, en mon sens, ne veut rien dire. Éradication, eh bien, c'est quelque chose qui peut exister, mais à la lumière de notre propre connaissance. Autrement dit, on vous parle de l'éradication de la variole, du virus responsable de la variole, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas allé chercher dans des réservoirs, dans des forêts primaires d'Afrique ou d'Amérique du Sud, si certains nombres de réservoirs pouvaient abriter le virus de la variole. D'accord ? Donc, le virus de la variole existe probablement quelque part, mais on ne le sait pas. Donc ça, c'est plutôt notre vision d'épidémiologiste écologique versus la vision médicale de l'épidémiologie médicale, qui est de vous dire le virus de la variole est éradiqué. Vous voyez bien la différence entre les deux ? Il y en a une qui est beaucoup plus alarmante. Rappelez-vous que le rôle du médecin est d'abord d'apaiser les populations. Le rôle du scientifique, pour moi, est d'avertir. Et c'en est un exemple. Alors, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle la dynamique des populations de maladies infectieuses, je suis tout d'abord de formation, justement, dynamicien de population, sur les maladies. Donc j'essaie de comprendre comment fonctionnent, comment se comportent les maladies dans le temps. D'accord ? Et si on peut observer des phénomènes qui pourraient répondre à un certain nombre de lois simples, qui pourraient ensuite être modélisés pour encore mieux les comprendre, et donc mieux les prédire. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle des chroniques temporelles de cas observés. Donc pour la varicelle sur laquelle nous travaillons, pour la grippe, nous ne travaillons pas sur la grippe, c'est une unité INSERM, mais la rougeole, nous travaillons sur la rougeole dans le cadre d'une collaboration avec des collègues de l'IRD au Sénégal. Et donc, ce qui est important, ces chroniques sont sur 20 à 25 ans environ, ce qu'il est important de voir, c'est le mouvement un peu répétitif de crise épidémique, de phase interépidémique, crise épidémique, phase interépidémique. Phase interépidémique, c'est tout simplement le nombre de cas que l'on observe. Vous voyez un mouvement plus ou moins répétitif. Alors, pour le cas de la varicelle, c'est tous les ans, vous avez une crise épidémique qu'on essaie aujourd'hui de comprendre. Pour le cas de la grippe, c'est tous les ans, avec des amplitudes donc, du nombre de cas plus ou moins importants, qui dépendent d'ailleurs d'une variabilité climatique intervenant à large échelle. Puis le cas de la rougeole, c'est tous les 2 ans. Le cas de la coqueluche sur lequel nous travaillons, c'est tous les 4 ans. Le cas du choléra, c'est tous les 7 ans. Et on ne sait pas encore pourquoi il y a ces rythmes, disons rythmes plus ou moins périodiques. C'est ce que nous essayons de comprendre et de modéliser.
comprendrez bien ici l'intérêt, notamment pour le cas du choléra. On pense aujourd'hui que les crises se produisent entre 6, c'est ce qu'on va voir par la suite, entre 6 et 7 ans. Il devient important de connaître le comportement de ces agents étiologiques, donc de cette bactérie en interaction avec les populations humaines, mais aussi avec l'environnement dans lequel ces deux acteurs interfèrent, pour comprendre le comportement de cette maladie dans le temps, puisque si elle a un rythme avec des crises épidémiques tous les 6 à 7 ans ou à 8 ans, on peut prévenir et faire de l'alerte précoce des populations, par exemple de Tanzanie, qui vont être confrontées à un risque épidémique de choléra, en disant « attention, d'ici quelques mois, il y a un risque ». Donc, on peut utiliser des méthodes prophylactiques en disant éviter d'aller trop au contact, ou même pas du tout au contact à l'eau, parce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir un risque déclenché de cas de choléra. Alors, c'est exactement ce que j'ai illustré ici. Hein. Vous avez une chronique ici de 1892 à 1940. Ici, c'est un pas de temps d'à peu près 7 ans. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, vous avez des pics épidémiques pour le choléra. Ici, c'est une chronique qui a été enregistrée pour la ville de Dhaka au Bangladesh. Donc, avec des pics épidémiques plus ou moins irréguliers, mais se produisant tous les 4 à 7 ans, avec une pseudo-périodicité. Et c'est ce qu'on essaie d'analyser, puisqu'il faut faire appel à des facteurs environnementaux intervenant donc à plus large échelle qu'à l'échelle individuelle ou à l'échelle populationnelle auquel travaille généralement la médecine pour comprendre des problèmes de santé, mais de voir quels sont les facteurs qui vont être responsables de ces mouvements plus ou moins périodiques de maladies dans les populations humaines. Alors, c'est une illustration extraite donc d'un papier de l'équipe de Rodo et Pasquale aux USA, publié dans PNAS. Vous avez les références ici. Nous travaillons actuellement sur ce genre d'approche. Nous avons 150 chroniques de cas de choléra actuellement dans le monde pour prédire les risques qui pourraient exister à la faveur d'une augmentation de la température du climat pour la Méditerranée. Donc, vous avez ici cette chronique de cas de choléra, toujours pour la même région de Dhaka, au Bangladesh. Donc il y a une rupture ici dans la série, dans la prise de données. Et ici, vous avez le Southern Oscillation Index dans le Pacifique Sud. Et donc les auteurs ont essayé de voir s'il y avait, disons, une corrélation, un parallélisme dans les deux phénomènes. C'est ce qui est présenté ici, après un certain nombre de lissages statistiques. D'accord. Donc vous avez en noir les cas de choléra constatés, puis vous avez le paramètre SOI, donc qui est le Southern Oscillation Index, qui est la différence de surface. Et donc on s'aperçoit ici que lorsqu'il y a des crises de choléra, voilà, eh bien, on est en contraste de phase parce que le paramètre SOI, lui, est le plus bas. Donc qui dit épidémique dit paramètre SOI le plus bas, d'accord ? Et donc vous avez là une corrélation assez importante entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire entre l'apparition du choléra dans les populations humaines et puis le paramètre SOI dans le Pacifique Sud. Et donc on revient à mon explication de la non-linéarité du choléra, de son passage de la forme environnementale à la forme épidémique dans les populations humaines, causée par des mouvements disons, environnementaux globaux. Alors ici, vous avez des analyses de spectre pour la période 1980-2000, mettant en évidence que vous avez ici un phasage, enfin une opposition de phase, mais se produisant à 4 ans, c'est-à-dire que tous les 4 ans, vous avez depuis de 1980 à 2000, tous les 4 ans, vous avez des crises épidémiques de choléra à se produire dans les populations de Dhaka au Bangladesh, ce qui n'était pas vrai ou moins vrai entre 1920 et 1940, mais surtout de 1893 à 1920, puisque les crises épidémiques de choléra se produisaient à peu près tous les 6,5 à 7 ans et n'étaient pas ou moins corrélés au phénomène ou au paramètre SOI. Alors actuellement, ce que l'on fait, c'est essayer de comprendre justement
les dynamiques de ces maladies avec un certain nombre de facteurs, nous qu'on appelle des facteurs de forçage sur les épidémies de maladies. On sait aujourd'hui, par exemple, que les épidémies de grippe, c'est un travail de l'unité 444 de l'INSERM, les épidémies de grippe que l'on observe actuellement en France, et les amplitudes de grippe, c'est-à-dire du nombre de cas de grippe, sont extrêmement, je dis bien, corrélées. Je dis bien corrélées, hein, il n'y a pas forcément de relation directe de cause à effet, corrélées au paramètre SEI. Bon, la raison, on essaie de la comprendre. Hein. Il y a des environnements ou des hivers froids qui vont être propices à l'émergence de certains types de virus de grippe. Ces types de virus de grippe vont être mieux adaptés à la propagation dans les populations humaines entre telle et telle température, et on sait aujourd'hui, à travers un certain nombre d'exemples, que la transmission est souvent reliée, corrélée, mais génétiquement corrélée, à la virulence. Alors, juste une petite introduction à ce que nous appelons l'effet Morand en épidémiologie. Eh bien, qu'est-ce que l'effet Morand? Vous avez ici deux dynamiques, hein, c'est peut-être des dynamiques de maladie, d'accord, dynamique de choléra par exemple, et qu'un facteur qui va intervenir donc à l'échelle régionale ou à l'échelle globale sur ces deux dynamiques de choléra, qui pourraient être par exemple en Équateur et en Tanzanie, vont faire que ce facteur de forçage ici va tendre à mettre en parallèle les dynamiques de cas de choléra, telles qu'on l'observe ici. Donc on peut le faire par la modélisation, mais on l'observe aussi sur la base d'analyse de données. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. L'effet Morand, épidémiologie et synchronisation spatiale, c'est-à-dire que quasiment la même semaine, pas tout à fait le même jour, en fonction de changements, d'une variabilité climatique globale, eh bien, on a l'émergence dans ce que nous appelons aujourd'hui des hotspots, ici. Donc c'est côte d'Équateur, Pérou, Tanzanie, Kenya et golfe du Bengale, Bangladesh ici, de l'émergence de cas de choléra créant les épidémies dans les populations humaines et ensuite se propageant. Tout simplement parce que les populations bactériennes environnementales qu'on trouve dans l'eau sont soumises à la même pression par ce facteur de forçage qui tente à synchroniser les dynamiques. Comme exemple, j'utilise ici le cas des bambous. Donc on dépasse le cadre de l'épidémiologie. Certaines espèces de bambous, on ne comprenait pas pourquoi elles fleurissaient tous les 70, 80, 100 ans, alors qu'elles sont distribuées très largement dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez en trouver en Chine, mais vous pouvez en trouver en Nouvelle-Zélande, et on ne comprenait pas pourquoi, instantanément, pratiquement le même jour, vous avez des floraisons de certaines espèces de bambous. Eh bien, on l'explique aujourd'hui par des forçages climatiques intervenant justement sur une période à basse fréquence, à peu près, même à très basse fréquence, à 80, 70 ou 100 ans. C'est exactement le même phénomène que l'on observe ici. Donc c'est ce qu'on essaie de comprendre. J'ai combien de temps? 1 heure ou... Parce que généralement je parle et... Ouais, d'accord. Alors, finalement, ce que l'on essaie de comprendre, c'est finalement le comportement de dynamique spatio-temporelle des maladies au long terme. Donc ça nécessite finalement de récupérer des données, ça nécessite que l'on soit présent sur le terrain, soit présent sur le terrain au long terme pour avoir ces dynamiques. Autrement dit, quand on ne sait pas, finalement, ou si on fait du travail au court terme, on ne comprend pas ces dynamiques complexes. Alors ces dynamiques, par exemple, prenons le cas, la dynamique du choléra, eh bien, c'est une composante finalement de la dynamique propre du système qu'on essaie de modéliser, du phénomène ou de l'importance que peuvent avoir des perturbations intervenant à différents niveaux d'échelle. C'est peut-être par exemple un phénomène El Niño, El Niña intervenant à une période de 4 à 6 ans qui va faire qu'ils mettent en synchronie les épidémies, et les épidémies se calquent finalement et se mettent en parallèle sur ce phénomène à 4 ou 6 ans. D'accord ? Et puis, c'est une composante d'une troisième part qui est due à la variabilité naturelle, à l'erreur dans les mesures, etc. Et finalement, la dynamique qu'on observe est une composante de ces 3 grandes structures. Juste pour vous expliquer ce que l'on fait dans notre travail. Hein. Et c'est là où on rejoint certaines approches en mathématiques ou en physique. Alors, bien entendu,
des forçages climatiques naturels, on en connaît. Donc je vous ai illustré ici le cas du paludisme en Guyane, dans la région de Twenke, étudié par nos collègues de l'Institut Pasteur, mais aussi de l'IRD Cayenne, où on voit ici, donc c'est un début de modélisation pour prédire les cas de malaria constatés dans les populations isolées de Guyane, où il y a une corrélation entre le pourcentage de nuages à pluie, donc en bleu, et l'augmentation du nombre de moustiques anophèles transmetteurs de la maladie. Donc beaucoup de pluie, pullulation des larves et des moustiques qui engendrent ou qui transmettent la malaria aux populations humaines. Alors, pour moi, c'est en matière d'évolution climatique et santé, c'est quelque chose d'un peu tautologique, on le sait, dans les zones intertropicales, même par chez nous, de la pluie, dit le lieu pour une pullulation de larves de moustiques, et donc une augmentation des probabilités de transfert, si ces moustiques ou certains d'entre eux sont porteurs de maladies, aux populations humaines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la variabilité annuelle. Vous observez tous les ans un pic d'augmentation du nombre d'anophèles ou du nombre d'Aedes pour la fièvre jaune, qui est lié finalement au phénomène de pluie. Mais ce n'est pas ça que dans notre équipe on essaie de comprendre. Ce sont en quoi des phénomènes de forçage, donc à moyenne échelle ou donc à moyenne fréquence ou à basse fréquence, c'est-à-dire sur des phénomènes temporels, spatio-temporels beaucoup plus longs que l'année. Alors ici, il y a une petite modification, c'est juste pour vous dire que nous sommes aujourd'hui capables, sur la base de systèmes d'équations différentielles, donc c'est des systèmes de flux, d'essayer de modéliser en absence de données, mais ce que nous faisons toujours, c'est à la fois de modéliser, mais d'abord de passer à l'analyse statistique, c'est-à-dire à la modélisation statistique sur la base des données que nous recueillons, et sur la base des données statistiques et la modélisation statistique, de modéliser mathématiquement le comportement complexe de ces maladies pour rechercher les rythmes d'apparition d'épidémies et les raisons à ces rythmes. Donc ça, c'est des modèles de flux, c'est ce qu'on appelle des modèles SEIR, qui sont basés sur des systèmes d'équations différentielles. Donc S est susceptible, E je ne me rappelle jamais mais en anglais, mais ça veut dire un état contagieux, I c'est infecté et R c'est résistant. Vous avez des systèmes de compartiments comme ça, donc c'est ce que nous étudions actuellement pour comprendre et modéliser le comportement de la varicelle, le comportement de la rougeole, le comportement de la coqueluche, mais aussi le comportement du choléra. Alors, voilà, c'est un peu l'expression graphique de ce qui vous a été présenté au préalable. Alors, comment comprendre les phénomènes récurrents de crise épidémique, interépidémique, tels que nous les observons dans les populations humaines, mais c'est aussi vrai dans les populations végétales, c'est aussi vrai dans les populations animales, c'est-à-dire de mouvements plus ou moins périodiques comme ça, d'apparition de crises épidémiques pour une certaine maladie dans le temps. Eh bien, si à l'aide de la modélisation, on essaie de le reconstruire uniquement avec les paramètres que je vous ai présentés sur les deux précédentes diapos, on n'arrive pas à reconstruire ce mouvement, c'est-à-dire qu'au cours du temps, il s'éteint. D'accord ? On n'arrive pas à comprendre sur le long terme ce phénomène. Et par contre, à l'aide de la modélisation, si on introduit un facteur important qui est justement ce forçage, c'est-à-dire on introduit une composante sinusoïdale pour comprendre la maladie, et donc on essaie de reproduire ici une période, par exemple une période sèche, une période chaude, une période sèche, une période chaude, donc une alternance d'une variabilité environnementale, ici climatique, et qui est bien entendu liée à la capacité de transmission, par exemple, d'un virus. Il fait froid, le virus, quand il échappe, par exemple, le virus de la grippe à travers les gouttelettes, s'il fait trop froid, il meurt. Il ne peut pas résister à certaines températures. D'accord ? Donc une alternance comme ça, chaud-froid, va avoir des incidences sur la bactérie ou sur le virus. Eh bien, en introduisant comme ça une composante sinusoïdale, donc un forçage environnemental, ici c'est un forçage climatique qui crée cette alternance, eh bien, on arrive à reproduire ces ondelettes, ces ondes, et donc finalement à assez bien reproduire ces épidémies dans le temps. Donc ça c'est fait ici pour la rougeole, pour essayer de comprendre la rougeole, mais peu importe.
Donc on a des séries comme ça, et c'est là qu'il faut voir une grande différence entre la culture anglo-saxonne et la culture latine et française. C'est qu'ils ont, je ne sais pas si c'est vrai dans vos domaines sciences de l'univers, ils ont énormément de données comme ça au long terme. Alors ça, c'est des données pratiquement de 120 à 130 ans. Donc pour différentes villes, alors ici c'est Londres, et ici c'est Bolton, en Angleterre. Bolton est de taille un peu moins, nettement moins importante que Londres, bien entendu, qui est la capitale. Donc ici, le paramètre, ici c'est le taux de naissance dans les villes, hein, et la variabilité de ce taux de naissance au cours du temps. Et donc ça, c'est ce qu'on observe, d'accord? C'est ce qu'on observe, hein, ce sont les données qu'on observe, des crises de rougeole. Donc vous voyez que c'est assez périodique. Hein, on arrive bien, ce sont des crises très très rapides, soudaines, tous les 2 ans, et on arrive à l'aide de quelques paramètres seulement à bien modéliser ce comportement pour cette ville de Bolton. Et puis dans une zone qui est Londres, où vous avez un taux de naissance plus important, eh bien vous avez des comportements de la rougeole un peu différents, avec la présence notamment d'un petit pic puis d'un second, un petit pic puis un second, un pic moyen ici, un petit pic puis un second, qu'on arrive aussi relativement bien à modéliser, d'accord? Et qui est tout simplement dû à ce que j'oserais appeler un forçage, qui est ici un forçage démographique, qui est que plus vous donnez, entre guillemets, de la ressource à la maladie pour se développer, et plus eh bien, elle en profitera. Donc autrement dit, il y a des taux de naissance plus importants à Londres, et bien, c'est ce qui permet d'expliquer ces petits pics que l'on observe précédant le grand pic épidémique. Alors ça a énormément d'incidence pour, encore une fois, les travaux que nous menons à l'IRD, hein, puisque nous travaillons dans les zones intertropicales. Eh bien, dans les zones intertropicales où le taux de naissance est effectivement beaucoup plus important, eh bien, les dynamiques des maladies seront fondamentalement différentes, mais leur impact aussi sur les populations humaines seront nettement différents, avec des agents, par exemple, comme la rougeole. La rougeole, ici, ne tue plus, hein, notamment parce que nous sommes vaccinés, mais de moins en moins. Mais la rougeole tue encore dans les populations intertropicales et est très virulente, assez virulente comme maladie. Alors ça, c'est juste une illustration de ce que je vous ai présenté précédemment. C'est tout simplement pour faire passer le message qu'en fonction des conditions environnementales locales, les comportements épidémiques, interépidémiques, épidémiques, interépidémiques d'un certain nombre de maladies seront différentes ici ou là en fonction de la prévalence et en fonction de l'occurrence de certains facteurs qui pourront être différents ici, de là. Donc on a des dynamiques complexes qui vont être de maladies, qui vont être donc dépendantes des facteurs globaux, régionaux et des conditions locales. Alors, bien entendu, on peut se poser la question, et c'est un des sujets de notre groupe, hein, les effets de la vaccination. Donc ici, vous avez la rougeole, hein, avec ces crises, donc ça c'est pour Londres en fait, ces crises épidémiques à se produire systématiquement tous les 2 ans. Donc c'est ce qu'on essaie de comprendre, avec un programme de vaccination en Angleterre, où effectivement on s'aperçoit d'une diminution assez importante des cas constatés de rougeole, mais que le système n'a tout de même pas été trop perturbé, parce qu'il continue ce petit mouvement de phase épidémique, ce petit mouvement ondulatoire. Donc finalement, la composante linéaire étant à la diminution, mais la maladie continue à avoir ce comportement périodique avec, il y a un petit changement au niveau de la période, et là vous avez exactement les données qu'on observe donc, ici, donc c'est pour la totalité, donc Angleterre plus Pays de Galles, ici c'est pour Londres, ici c'est Sheffield, et puis Great Yarmouth dans le sud. Et donc, vous voyez, avec des dynamiques différentes, parce qu'elles dépendent aussi, c'est ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, du taux de naissance dans chacune des villes. Alors, on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur les problèmes de vaccination, parce que c'est un sujet actuellement très très chaud. On peut le mettre en parallèle avec les problèmes liés aux antibiotiques, parce que tout ça, c'est lié. Hein. Y a pas mal de reportages actuellement. Il y en avait un hier soir, je crois, sur les antibiotiques dans le nord de la France, qui sont responsables de la mutation-sélection de bactéries, avec l'apparition de bactéries
résistantes aux pénicillines, aux antibiotiques, et causant ou étant responsables des maladies nosocomiales. Alors ce que l'on vous dit, et ce que vous dit la médecine aujourd'hui, c'est que probablement dans le nord de la France, ce sont des transports d'ambulances entre les différents centres hospitaliers qui auraient été responsables de la dissémination de ces bactéries résistantes dans les différents centres hospitaliers. Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit il y a un instant, nous, en épidémiologie écologique, nous pensons différemment. Nous pensons qu'il y a eu un excès en France d'utilisation d'antibiotiques. On est probablement le pays en Europe, mais aussi dans le monde, où on a le plus de souches résistantes, d'accord, parce qu'on a eu une politique excessive d'utilisation des antibiotiques. Mais nous, ce que nous pensons, c'est que ces bactéries, finalement, existaient, mais à l'état pas ou peu virulent, et partout. Il y en a partout ici, il y en a certainement eu dans les hôpitaux, etc. Et que des pressions identiques, donc un forçage, on est toujours dans la même idée, un forçage sur ces populations bactériennes dans un centre hospitalier A, B, C, D, ont engendré finalement le même phénomène, indépendamment. D'accord ? On est exactement dans ce que moi j'ai appelé l'effet Morand à l'échelle locale, à l'échelle globale. Et en mon sens, ce qu'on observe aujourd'hui avec la résistance et l'émergence de bactéries nosocomiales dans les hôpitaux du nord de la France, c'est l'émergence indépendante, mais causée par la même cause qui est le même forçage d'utilisation excessive d'antibiotiques dans ces centres hospitaliers. Donc vous voyez, on est dans une logique différente. La logique médicale qui essayait de comprendre la dissémination de ces bactéries à l'aide ou par les mouvements d'ambulance entre ces différents centres hospitaliers versus une approche qui est héritée de l'écologie, de la génétique des populations, de l'évolution et de la dynamique de population qui est non, on pense que c'est parce que ces bactéries existaient et que des pressions environnementales, donc dans ce cas-là artificielles, par l'utilisation excessive d'antibiotiques, ont engendré le même phénomène, mais indépendant. Il n'y a pas eu de relation entre. Donc c'est un message assez dur à faire passer parce que on s'aperçoit ici que la compréhension du comportement entre guillemets des maladies nécessite d'autres approches, nécessite d'autres disciplines, voire pour certains, on travaille énormément avec des physiciens ou des mathématiciens justement pour modéliser ces comportements de maladies. Donc ici, vous avez l'impact de la vaccination, donc c'est ici dessiné, c'est pour l'Angleterre, c'est des travaux de collègues avec qui je collabore, sur ici donc la rougeole, la dynamique de la rougeole ici, et la dynamique de la coqueluche ici. Donc ce ne sont pas des analyses d'ondelettes là, ça ressemble un peu, mais ce ne sont pas des analyses d'ondelettes. C'est assez simple à comprendre, ils se sont amusés à pour ces séries chronologiques de maladies, ici, là, c'est la taille des différentes villes. Donc, ils ont des données sur 120 villes et villages différents, d'accord ? Du plus grand, donc Londres ici, à la plus petite ville ici, pour lesquelles ils ont des données. Donc, ce dont on s'aperçoit ici, plus c'est rouge, finalement, que la maladie, ici, elle ne disparaît pas, il n'y a pas des crises épidémiques, disparition de la maladie, résurgence de la maladie comme si elle venait de nulle part, et puis à nouveau crise épidémique, phase interépidémique où la maladie disparaît, etc. Mais non, les maladies sont conservées, c'est ce que indiquent les taches rouges ici, même chose ici, mais c'est moins, le signal est moins important, que les maladies ici sont conservées, elles sont conservées où ? Dans les grandes villes. D'accord ? Donc, autre idée, les grandes villes et l'urbanisation excessive est un réservoir de maladies. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout simplement, on peut utiliser l'image, vous avez des phases de résorption dans la diffusion de la maladie et la bactérie dans ce cas-là, ou le virus, se réduit dans les tailles de population Londres, Liverpool et Manchester, d'accord, en période hivernale, d'accord, et puis en fonction de modifications environnementales, conditions atmosphériques, etc. Puis ensuite, et on voit là que les échanges sont importants, mais pas suffisants pour comprendre la maladie. Eh bien, elle s'épand comme ça dans les populations. Quand elle s'épand, d'accord, dans l'espace des îles britanniques, donc elle envahit toutes les îles britanniques, on a ces crises épidémiques. Quand elle se rétracte, eh bien, on a cette phase interépidémique, mais la maladie ne disparaît pas, elle est toujours présente. Alors là, autre problème que nous avons avec les sciences médicales, c'est que les sciences médicales vont avoir tendance à vacciner là où la maladie atteint son pic, ce que nous disons, mais non, il faut vacciner là où elle se résorbe, c'est-à-dire là où elle est concentrée dans quelques
endroits, dans quelques villes, parce qu'elle est la moins distribuée, on peut mieux la contrôler, et puis on peut mieux cibler les vaccinations à ces endroits-là. Mais effectivement, on cible aussi, on vaccine moins de populations, moins d'individus, et ce qui est économiquement moins intéressant pour les industries pharmaceutiques. Ça, ce n'est pas un débat de... Enfin, si c'est un problème, c'est un débat entre différentes disciplines, mais sachez quand même que la santé des populations n'appartient pas à une discipline qui aujourd'hui est la médecine. La santé des populations vous appartient. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il est vrai aussi que nous avons dans nos disciplines un certain nombre de problèmes à faire passer ces messages. Ce qui n'existe pas chez les anglo-saxons, notamment chez les collègues anglais, avec qui je collabore et chez qui aussi j'ai été formé. Donc, vous avez par exemple ici des analyses de séries temporelles, par exemple ici c'est le cas de la coqueluche, donc on travaille sur des comparaisons entre les dynamiques, pour voir s'ils sont en phase, en contraste de phase, pour expliquer si pour la coqueluche, il y aurait un mouvement général, un facteur qui expliquerait justement ces ondulations de crise. Et donc ici, deux flèches importantes, qui sont les deux grandes campagnes de vaccination, 56-58, 75-79. Donc vous avez un certain nombre de pays qui sont ici. Ce que l'on remarque, j'aurais dû faire une macro pour notamment l'Angleterre, eh bien, le ministère de la Santé décide de vacciner massivement, voit que la maladie tend à largement diminuer dans sa composante linéaire, donc décide de lever le pied. On vaccine moins ou on arrête de vacciner. Mais on est dans le système biologique complexe. Rappelez-vous que les bactéries, les virus, ce ne sont pas des boules de polystyrène monomorphes, mais ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui mutent, qui sélectionnent, qui trouvent des solutions alternatives à la vaccination, notamment, ou aux antibiotiques. Bon, on lève le pied au niveau de la vaccination, et ben, pour certains cas, la maladie elle commence à reprendre, elle revient, elle rebondit, elle recrée sa dynamique. Donc pour certains cas, et c'est le cas de la coqueluche, c'est le cas de la rougeole, c'est le cas d'un grand nombre de maladies, nous sommes aujourd'hui, malgré la vaccination, dans certains états qui existaient au début du siècle. C'est quand même alarmant. Tout simplement parce qu'on a oublié de comprendre que les virus, que les bactéries qui affectent les populations humaines, affectent donc des animaux, nous sommes des animaux, et que l'interaction entre un virus et les populations humaines ne peut pas être aujourd'hui compris si on n'essaie pas de l'interpréter dans un cadre intégratif et si on ne considère pas l'importance que peut avoir l'environnement sur la dynamique de ces maladies. Alors, bien entendu, nous collaborons avec plusieurs équipes. Je me permets ici de dire nous collaborons avec Aventis, parce qu'aujourd'hui, Aventis, ex-Aventis Pasteur, a un certain nombre de problèmes liés à ce qu'on appelle l'échec des vaccinations, puisque les maladies ne répondent pas toujours à leurs attentes. Alors, pour conclure, je pense qu'il est essentiel de parler aujourd'hui de l'apport des sciences de l'environnement au sens large. On veut tous entendre parler de l'Institut national des sciences de l'univers et de l'environnement. Je ne sais pas où on en est, mais je pense que la composante environnement et santé sera une composante importante de ce futur INSUE s'il voit le jour, et qu'à l'intérieur, la composante évolution climatique et santé sera aussi une composante essentielle. Alors, pour résumer, vous avez énormément d'effets, de différents effets environnementaux sur les maladies transmissibles. Je vous en ai cité ici un certain nombre d'exemples, que ce soit des maladies liées à des helminthes, à des protozoaires, ici donc les fièvres hémorragiques, à des virus. Et si on prend les fièvres hémorragiques à virus, à hantavirus, ce sont aussi dans le Pacifique Sud, au Chili, Pérou, et puis Équateur, une perturbation engendrée par perturbation entre guillemets, engendrée par le phénomène El Niño, El Niña, qui va faire que dans certaines zones, nous allons avoir une augmentation de la quantité de pluie, qui va faire que la ressource, c'est-à-dire les herbacées, les plantes vont augmenter, vont pulluler, donc produire des graines dont se nourriront
les rongeurs ou un certain nombre de rongeurs, et ces rongeurs sont naturellement des réservoirs d'antivirus. Donc augmentation de la quantité de rongeurs qui vont ensuite aller un peu partout dans les greniers, les caves, etc. et donc transmettre ces antivirus aux populations humaines. Nous connaissons aujourd'hui des cas très nombreux de fièvre hémorragique à antivirus dans le nord-est de la France. Nous étions la dernière zone en France, en Europe, où il était dit qu'il n'en existait pas. Mais s'il était dit qu'il n'en existait pas, ce n'est pas parce qu'il n'en existait pas, c'est parce que les responsables de tutelle ne voulaient pas le dire. Ça existe, il faut le savoir. Il y a des cas en Lorraine, il y a des cas dans la région au nord de Nancy, etc. Et les gens le contractent généralement en allant rechercher leur bois à la cave ou dans le hangar, là où les rongeurs viennent pour s'abriter ou se reproduire. Alors d'autres exemples, hein, vous en avez plusieurs, la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres exemples, mais tous montrent qu'il existe un lien ou des liens complexes. C'est ça qui est important de retenir, je pense, aujourd'hui, des liens complexes. On n'est pas dans des systèmes linéaires de relations de cause à effet. Un agent, un virus cause une maladie, mais c'est bien plus complexe que cela. Et ça nécessite d'avoir une approche intégrative au problème, et que ça nécessite l'apport aujourd'hui, la connaissance d'autres disciplines que celles exclusives de la santé et de la médecine. Alors, ça c'est important à savoir, hein, parce que c'est finalement les fondations aussi de nos sociétés. Donc on connaît les épistémologues et philosophes qui s'intéressent à la santé, reconnaissent trois grandes, ce qu'on appelle transitions. Hein, c'est très très simple à comprendre, je vais vous l'expliquer. Il y a des sous-sections, mais peu importe. La première transition, c'est la transition du néolithique, hein, où l'homme commence à organiser ses sociétés, commence à se regrouper, à pratiquer l'agriculture, hein, à aller chasser des bestiaux sauvages pour les parquer et constituer les premiers élevages. D'accord ? À partir du moment où l'homme commence à chasser, à parquer les premières biches, les premiers cerfs, etc., c'est le lieu à la transmission de maladies aux populations humaines. D'accord ? Donc, la première transition, c'est la transition du néolithique. On pense aujourd'hui que la rougeole est passée dans les populations humaines à ce moment-là. La rougeole est un virus qui est très très proche d'un virus circulant chez les ruminants, notamment. Ensuite, deuxième grande phase qu'on appelle la transition industrielle, c'est celle du 19e siècle, donc on fait un bond quand même très important. Eh bien, ce sont les grandes concentrations humaines. Beaucoup de gens quittent les campagnes, montent à Paris, comme on dit en province, mais aussi à Londres, à Berlin, etc., parce que c'est l'âge de l'industrie, l'industrie lourde, on a besoin de main-d'œuvre, etc. Concentration, qui dit concentration, dit concentration d'individus, on le voit bien dans les élevages, etc., dit augmentation des probabilités de transmission et de diffusion des maladies. C'est aussi vrai pour les populations humaines. Bien entendu. Et la transition actuelle, les changements globaux, donc c'est le message qu'on essaie de faire passer en international aujourd'hui, mais aussi aux politiques internationaux et aux politiques français. Hein. On avait une grande rencontre il n'y a pas très longtemps sur différentes thématiques avec comme audience des députés, sénateurs et des grands industriels, avec ce message de dire que les choses sont plus complexes et qu'on va rentrer dans une grande transition qui aura un impact sur l'évolution de nos sociétés, qui est la transition actuelle des changements globaux. Donc voilà pour les trois grandes transitions. Il doit me rester 2 ou 3 transparents. Je vais peut-être passer sur celui-là. Ça exprime le fait bien que les maladies ne disparaissent pas mais se concentrent dans les grandes populations. Ici, c'est les tailles des populations chez nos collègues britanniques. Donc les maladies ici restent présentes toute l'année, ne disparaissent pas, dans des tailles de population de 200 000 habitants environ. La maladie ne disparaît pas, elle persiste. Donc voilà, ça c'est peut-être pour vous expliquer le schéma qu'on a vu tout à l'heure, d'un fort lien entre diversité biologique et maladie humaine, ou agent étiologique responsable de maladies humaines dans les populations humaines. En fait, des scénarios construits à partir des simulations mathématiques testent au moins ces 2 hypothèses d'une organisation au hasard versus cette organisation hiérarchisée des différentes maladies.
Alors ça a extraordinairement, c'est pour ça que je l'ai rappelé, je ne m'en souvenais plus, ça a bien entendu un impact sur ces dynamiques que nous avons analysées. Prenons une maladie qui est présente partout, d'accord ? C'est le cas de la rougeole, c'est le cas de la coqueluche. Eh bien, ces maladies, c'est ce qui est indiqué en rouge, auront des dynamiques complètement différentes. Là, on peut prendre le cas de la grippe. La grippe, elle est périodique dans nos régions parce qu'elle est forcée climatiquement, parce que les périodes froides, trop froides, sont délétères pour le virus, transmis par les gouttelettes. Mais par contre, dans les zones intertropicales, ce n'est pas vrai, la maladie est endémique et on peut attraper la grippe tout le temps en Afrique intertropicale ou en Amérique du Sud, par exemple, d'accord ? Parce que les conditions environnementales sont propices au maintien de ce virus dans l'environnement. Donc vous avez donc des dynamiques ici que nous on appelle dynamiques erratiques versus des dynamiques plus ou moins périodiques. Alors ça a extraordinairement d'impact sur les problèmes de vaccination que je ne vais pas traiter, mais tout simplement pour vous dire que les politiques de vaccination aujourd'hui sont faites sans considération de ces dynamiques. Donc pour certains d'entre vous qui êtes physiciens, vous êtes dans des systèmes à dynamique complexe dans lesquels vous allez pratiquer des vaccinations avec des systèmes de répétition. Vous introduisez donc un autre système complexe qui va avoir un impact sur ces dynamiques. Et souvent, ce que l'on observe dans deux systèmes complexes, vaccination, qu'on va pouvoir pratiquer de manière répétitive, ce qu'on nous on appelle par pulsation, plutôt que de pouvoir vacciner une population à 100%. On préfère aujourd'hui vacciner une cohorte d'âge, par exemple les enfants atteints d'une maladie infantile, à 20% et venir tous les ans. Donc tous les ans, on va vacciner à 20%. D'accord ? Et on introduit donc un autre système qui est de faire tac, 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 sur un système qui est déjà dynamique lui-même. Et donc, on perturbe ces deux systèmes, on entre sur des phénomènes qui sont des phénomènes régis par des lois physiques, qui sont des phénomènes de résonance. Autrement dit, on vaccine, mais à certains endroits et selon certaines fréquences de vaccination, on pourrait s'attendre à une diminution de la maladie, mais au contraire, on observe une augmentation de cette maladie. Ce qui paraît un peu contradictoire, mais c'est réel. Donc c'est tout simplement pour cette image, donc c'est ce qu'on observe, la distribution globale des maladies. Donc ce que l'on imagine aujourd'hui, c'est qu'en fonction des mouvements climatiques, notamment d'augmentation de la température, que ce bloc général tendra à aller vers le nord, d'accord ? Et au cours de périodes plus froides tendrait à aller vers le sud, parce que beaucoup de ces maladies sont transmises par des vecteurs, par des rongeurs, qui sont aussi immédiatement dépendants des conditions, notamment climatiques. C'est certainement un mouvement qu'on a observé au cours de l'évolution humaine, au cours des phases glaciaires et interglaciaires, avec ce phénomène de contraction. D'accord ? On pense aujourd'hui aussi que les populations humaines ancestrales ont quitté les zones intertropicales à cause de ce fléau, de ce fardeau de maladies, pour migrer vers le nord et migrer vers le sud. Alors un exemple ou une illustration qui est le West Nile, qu'on observe ici, c'est la région finalement entre Montpellier et Marseille, Arles ici, de la Camargue, avec l'apparition de ce virus West Nile qui existe en Afrique et que l'on observe aujourd'hui en Camargue, où il cause des mortalités parmi les chevaux, et ce virus est aussi transmissible par piqûre de moustiques aux populations humaines. Donc on voit bien qu'une maladie occurrente plus au sud aujourd'hui, parce que des conditions sont plus propices, mais c'est peut-être aussi des conditions de transport. Les vecteurs peuvent être transmis par des voyages intercontinentaux, d'un mouvement de progression de faune, notamment de vecteurs responsables de maladies, qui viennent s'installer dans les zones sud-méditerranéennes, où aujourd'hui il existe un fort risque d'émergence d'un certain nombre de maladies. Pour conclure, juste pour vous dire qu'il n'y a pas que des conséquences sur les populations humaines, il y a des conséquences aussi sur la faune. Ce que l'on observe, donc peut-être certains d'entre vous connaissent le papillon monarque, qui est un peu l'emblème nord-américain. Il installe des populations comme ça dans le nord-est, donc Nouvelle-Angleterre, autour des Grands Lacs, durant la période d'été, et puis migre comme ça selon ce mouvement pour aller se réfugier au Mexique pour rencontrer des températures plus favorables donc dans cette région mexicaine, alors que c'est de l'hiver ici. On pense que la migration est essentiellement due à une orientation par rapport au mouvement du Soleil, on n'en est pas certain, mais ce que l'on observe, c'est que des
changement de température observé dans la Nouvelle-Angleterre et la région des Grands Lacs actuellement fait que ces populations, ou certaines populations ne migrent plus, s'installent, d'accord? Mais ce papillon installé rencontre des conditions beaucoup plus douces, mais qui sont aussi plus favorables à la prolifération d'un protozoaire que ce papillon abrite naturellement sur ses ailes. Mais comme les conditions sont plus favorables, eh ben, pourquoi ne pas en profiter aussi pour le parasite, finalement? Eh bien, il en profite, il se développe sur les ailes, et puis finalement, il détruit le papillon et cause d'importantes mortalités, pouvant éventuellement aller jusqu'à la disparition de l'espèce de papillon. Je terminerai juste sur cet exemple du choléra pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici, vous avez donc une image satellitaire du golfe du Bengale, eh bien, à l'aide des facteurs qui vont être responsables le long de cette chaîne de non-linéarité causant la maladie, et finalement de faire de la modélisation à partir, ici je pense que c'est du phytoplancton, je ne me rappelle plus très bien, il y en a un c'est le phytoplancton, l'autre ça va être la différence de température, et puis l'autre ça va être SEI, peu importe. À partir de 3 ou 4 paramètres, nous arrivons à modéliser le comportement de la maladie qui est transmise finalement par l'augmentation du phytoplancton qui lui-même cause l'augmentation du zooplancton qui est le réservoir naturel de la bactérie, et de modéliser donc ces dynamiques pour pouvoir faire de la prédiction du risque importante pour les populations, notamment les populations du Sud, pour ce qui nous intéresse à l'IRD, mais les populations en général. Donc on va vers un système de prédiction du risque et puis finalement une meilleure compréhension de la dynamique et qui aura certainement des conséquences sur l'utilisation et les pratiques de médecine dans le futur. Écoutez, je vous remercie.